Une soirée intitulée « Demain, les États du Golfe ». Moi, à titre personnel, ça fait un petit peu plus de 30 ans que je m'intéresse à cette région, et je vous assure qu'il y a 30, il y a 20, il y a même 15 ans, on n'aurait pas intitulé un débat « Demain, les États du Golfe », parce qu'au fond, ces États étaient considérés un petit peu comme une anomalie de l'histoire due à un enrichissement rapide, parce que 1 ou 2 ans de suite, il y avait eu un quadruplement des prix du pétrole, et tout ça n'était pas voué à durer. Les choses se sont établies, ont duré, plus longtemps que beaucoup se l'imaginaient, et aujourd'hui on peut poser la question, demain, les États du Golfe. Le Golfe n'était pas central dans la préoccupation des gens qui s'intéressaient au Moyen-Orient à la fin des années 70 ou début des années 80. Ce qui préoccupait, ce qui était central, ça le reste dans une large mesure. D'ailleurs, c'était le conflit israélo-palestinien, le Liban aussi, mais le Golfe, c'était périphérique. Il n'y avait pas non plus beaucoup de recherches sur les pays du Golfe. Il y avait essentiellement des archéologues, des ethnologues, des linguistes, mais très peu, pratiquement pas de sciences politiques. Ça aussi, ça a bien changé. Et maintenant, il y a un corps de recherche très intéressant, suivi, qui permet de mesurer ces évolutions. Et je vois un pionnier de la recherche sur la région, qui était bien seul à l'époque, qui est ici dans cette salle, André Bourget. Entre-temps, quand même, on peut noter qu'il y a eu 3 guerres importantes. La guerre Iran-Irak, l'invasion du Koweït et sa libération, l'invasion de l'Irak en 2003, et 3 guerres qui mobilisent beaucoup de monde venant de l'extérieur de cette région. Ça fait peut-être un petit peu aussi réfléchir à l'importance d'une région qu'on ne peut pas tout à fait considérer comme secondaire. Aujourd'hui, le Golfe est dans la mondialisation, il se pense mondial, il en subit, il en bénéficie et il en subit les conséquences. Ça se traduit aussi par des soubresauts internes et régionaux, on va parler de tout ça, des tensions avec les voisins. Et en revanche, il y a une question qui se posait à l'époque, qui se pose toujours, c'est dans quelle mesure les monarchies pétrolières, on les appelle encore comme ça, gazières maintenant, peuvent s'affranchir d'une dépendance qui reste très très forte et dominante à l'égard de leur source principale de revenus, c'est-à-dire les hydrocarbures, et ce qui en découle sur le plan social et politique quand on est ce qu'on appelle parfois un État rentier. Alors pour participer à notre approfondissement de la connaissance de cette région, il y a 3 intervenants. Laurence Louer, qui est chercheur à Sciences Po, spécialiste évidemment de la région, qui a beaucoup travaillé sur le chiisme, mais également sur les conditions sociales de ces pays. Karim Sader, politologue, spécialiste de la région, évidemment, sinon il ne serait pas là, et qui publie prochainement Géopolitique des pays du Golfe. Et Hugo Micheron, qui est intervenant à Sciences Po et à l'Institut Montaigne, et qui lui aussi, bien entendu, a travaillé sur les monarchies du Golfe. Voilà, donc moi, je vous propose de commencer avec une présentation un petit peu des données géopolitiques de ces États, avec Karim, une introduction un petit peu large, qui nous permettra d'appréhender les tensions actuelles que connaît la région entre la crise iranienne et puis on l'a bien vu ces derniers jours, des tensions très vives qui opposent plusieurs des monarchies du Golfe entre elles, enfin pour être clair, essentiellement le Qatar à ses voisins, mais pas seulement. Et donc je cède la parole à Karim Sader pour environ 15 minutes. C'est bon. Bonsoir à tous, merci à l'Institut du monde arabe de m'avoir invité à cette conférence. Donc je suis Karim Sader, je travaille entre Paris et le Moyen-Orient et je conseille un certain nombre de groupes qui sont présents ou basés dans la région. Je vous prie de m'excuser à l'avance pour ma voix d'habitude douce et agréable, mais en raison d'un rhume, j'espère que ça ne va pas être gênant pour vous. Alors effectivement, j'ai choisi donc de présenter la dynamique régionale des pays du Golfe avec en toile de fond donc, une succession d'événements dont certains font partie de l'actualité la plus récente. Je veux parler des printemps arabes, des tensions avec l'Iran, avec bien sûr la lecture, l'antagonisme traditionnel sunnite-chiite, et des tensions entre les voisins du Golfe à l'intérieur même du Conseil de coopération du Golfe, donc du CCG. Et avec un fil conducteur, et ça va être donc le fil conducteur de ma démonstration, le déclin de la puissance tutélaire dans la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Il faut dire qu'en dépit de l'élan réformateur qu'il a insufflé
impulsé à l'intérieur du royaume. Le vieux monarque Abdallah, donc âgé aujourd'hui de 95 ans à peu près, son règne, qui a commencé en réalité en 1995, lorsqu'il a assuré la régence après la maladie de son frère, le défunt roi Fahd, et bien son règne a été marqué par un déclin très clair de l'Arabie Saoudite. D'abord dans son précaré du Golfe, et plus largement au Proche et au Moyen-Orient. Je vais faire un tour d'horizon très rapide des événements historiques, parce qu'on voit que tous les 10 ans, il y a une onde de choc qui vient en quelque sorte heurter, secouer le leadership saoudien, qui, je le rappelle, est la gardienne des lieux saints de l'islam et premier producteur mondial de pétrole, et donc il y a 30 ans encore, son leadership à l'intérieur de la péninsule arabique était incontestable. Évidemment, le point de départ, en quelque sorte, c'est l'événement traumatique de 1990-1991 avec l'invasion du Koweït par les armées de Saddam et l'impuissance de l'Arabie Saoudite à venir en aide au Koweït et à, quelque sorte, assurer la défense de ce précaré. Pire encore, et en faisant appel en plus aux armées des croisés, entre guillemets, donc du grand Satan. Cela va entraîner un bouleversement du leadership saoudien vis-à-vis de ses voisins, qui vont commencer à montrer une sorte d'attitude de défiance vis-à-vis donc de la puissance tutélaire saoudienne. Le symbole de cette attitude de défiance, celui qui incarne le mieux, c'est l'Émirat du Qatar. Et dans les années 90, on va assister à une série de litiges frontaliers, qui sont en fait des litiges autour du partage des frontières entre l'Arabie Saoudite et ses voisins, qui n'avaient pas été réglés par la puissance mandataire de l'époque, qui était la Grande-Bretagne, qui s'est retirée en 1971 sans le moindre règlement de ces litiges, un petit peu aussi pour entretenir des divisions entre les différentes familles régnantes, une méthode très anglaise. Et donc, à partir de là, ces conflits vont se révéler durant la décennie 90, et quand ils ne tournent pas à l'avantage ou désavantage de l'Arabie Saoudite, ils marquent en tout cas une sorte de défiance de la part des autres pétromonarchies que l'Arabie Saoudite jusqu'à-là regardait avec l'œil du suzerain. Il y a les accrochages armés entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il y a aussi, je donne un exemple rapidement, du conflit qui a opposé Bahreïn et le Qatar, et qui s'est soldé par le règlement de ce litige, c'est fait par la Cour internationale de justice, en dépit d'une fatwa émise par le grand moufti d'Arabie qui avait interdit à toute instance non islamique de s'interférer dans ces litiges frontaliers. Donc on voit bien que c'est une illustration flagrante de cette remise en question du leadership saoudien et de sa puissance également islamique. Alors ensuite, vous avez 10 ans plus tard les attentats du 11 septembre, 15 des 17 kamikazes saoudiens sont... 15 des 17 kamikazes sont d'origine saoudienne, et cela entraîne donc de vives tensions avec le puissant allié américain, qui va jusqu'à donc entraîner des fissures dans la sacro-sainte alliance de ce parapluie sécuritaire donc des Américains vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et cette situation, cette tension, va profiter également aux autres Émirats du Golfe, dans la mesure où une partie des installations de ce dispositif militaire américain vont être transférées vers le Qatar, en partie. Et donc, quelque part, donner la main libre au cheikh Hamad, qui vient de prendre le pouvoir quelques années auparavant, pour mener sa politique d'activisme toujours défiant à l'égard du leadership saoudien. Évidemment, j'englobe dans cette début de décennie 2000 la prise de pouvoir à Bagdad par les chiites, après le renversement de Saddam Hussein en Irak, qui va entraîner un important bouleversement géostratégique dans la région, en créant facilitant en quelque sorte ce corridor stratégique qui profite à l'Iran, que l'on appelle, expression qu'on doit au roi Abdallah de Jordanie, le croissant chiite, donc qui s'étend désormais de la mer Caspienne avec l'Iran, en passant par Bagdad pour arriver à la Méditerranée avec le régime de Damas alawite allié de l'Iran et le Hezbollah au Liban. Donc, encore une fois, l'Arabie Saoudite va se montrer impuissante face à cette dynamique régionale qui tourne en sa défaveur et qui révèle en quelque sorte l'hégémonie iranienne dans la région. Cette décennie est également
marquée par, toujours en guise d'illustration de cette perte de leadership, par l'incapacité de l'Arabie à opérer une médiation ou endiguer les conflits dans la région. Et toujours, ça va profiter au Qatar. On voit bien que au Liban, par exemple, les accords de Doha de 2008 montrent bien que le Qatar arrive à supplanter les accords de Taïf négociés en 1990, donc qui avaient mis fin à la guerre civile libanaise. Autre exemple, les conflits interpalestiniens entre le Fatah et le Hamas. On a bien vu également l'impuissance de l'Arabie à régler ce litige interpalestinien. Et pire encore, le Hamas qui se tourne du côté de l'Iran, même si ce n'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Alors, 10 ans plus tard, donc j'arrive au point d'actualité, ce sont les printemps arabes. Les Saoudiens vont se retrouver totalement tétanisés par cette dynamique contestataire, donc que très peu de gens ont vu, à commencer par moi-même. Donc cette révolte, cette dynamique qui va balayer les uns après les autres des régimes autoritaires que l'on croyait indéboulonnables. Et l'Arabie Saoudite va trembler. Alors elle va trembler surtout parce que lorsque les Américains lâchent Moubarak, donc Moubarak qui était l'un des piliers de l'axe sunnite allié de Washington dans la région, par opposition à ce croissant chiite, donc on appelait la guerre froide régionale qui façonnait la région jusqu'à il y a quelques années. Et les Saoudiens vont se dire c'est notre tour. Alors pire encore, profitant de cette situation de fébrilité de la monarchie saoudienne, le Qatar va révéler son leadership dans la région en agissant durant cette dynamique des printemps arabes, en soutenant par le biais d'Al Jazeera les différentes révoltes et en s'assurant au départ un succès au sein de la rue arabe. Donc on voit bien que le leadership saoudien est encore une fois contesté et remis en question par ce dynamisme qatari, mais également par la Turquie, qui fait son grand retour dans la région et qui, avec le Qatar, s'est fait le parrain de la carte des frères musulmans, donc qui, je rappelle, a été donc le mouvement qui a profité dans un premier temps de la disparition des régimes autoritaires en s'assurant donc les prises de pouvoir dans les différents théâtres de contestation du printemps arabe grâce au financement qatari. Alors, je conclus donc mon intervention, je pense qu'il est temps, pour arriver au temps présent. Aujourd'hui, on assiste en quelque sorte à une tentative de l'Arabie Saoudite, et c'est comme ça, je pense, qu'il faut lire les événements actuels des tensions qui sont très palpables entre l'Arabie Saoudite et ses voisins. C'est une tentative peut-être inespérée de restaurer et de redorer son blason régional. La réponse de l'Arabie Saoudite, une fois que le vent, en quelque sorte, des printemps est passé, dans cette période d'accalmie, d'abord ça a été en premier lieu d'endiguer tout risque de contagion dans le Golfe. On a vu que Bahreïn et Oman ont été les deux pétromonarchies du Golfe à subir en quelque sorte les répliques de ce printemps arabe. Et je pense que mes collègues expliqueront bien les dynamiques internes par rapport à ces deux monarchies qui n'ont plus la rente pétrolière nécessaire en quelque sorte pour acheter la paix sociale comme l'ont fait ses voisins. Mais quoi qu'il en soit, la réponse de l'Arabie Saoudite a été d'organiser une sorte de front contre-révolutionnaire en jouant un petit peu sur la résistance du modèle monarchique qui, il faut le dire, s'est montré, en tout cas, a survécu à ces printemps arabes. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve la proposition, la main tendue du CCG de s'ouvrir aux autres monarchies comme le Maroc ou la Jordanie. Et donc, ça a été donc de se constituer ce contre-front révolutionnaire avec une riposte bien sûr financière, puisque c'est le réflexe qui est évident, le premier, c'est-à-dire d'organiser donc une collecte de fonds donc à destination des deux pays contaminés entre guillemets. Alors le deuxième temps de cette tentative de l'Arabie Saoudite de restaurer son leadership, c'est de faire le ménage à la maison, c'est-à-dire de taper sur les doigts en quelque sorte du Qatar en profitant
en quelque sorte de ce déclin auquel on assiste de la part des frères musulmans, cette expérience frères musulmans qui est en train de tourner court, il faut le dire, après le renversement de Morsi en Égypte et également la situation actuellement en Tunisie, l'Arabie Saoudite en quelque sorte accompagnait cette accélération de l'histoire en précipitant donc la chute de Morsi et en s'imposant comme un substitut financier de l'aide qu'apportaient les Qataris jusqu'à là aux frères musulmans égyptiens, et de donner à la fin d'isoler diplomatiquement le Qatar et de lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est temps qu'il amorce une rupture vis-à-vis de cette carte des frères musulmans que le jeune Tamim, le nouveau souverain donc qui a pris le pouvoir au Qatar l'été dernier, avait du mal à lâcher, qui est en quelque sorte l'héritage de son père. Donc c'est une des lectures qu'il faut avoir de la crise actuelle qui secoue les relations en quelque sorte entre les monarchies du Golfe. Et donc l'Arabie Saoudite qui aussi est en train de modérer en quelque sorte sa position vis-à-vis des mouvements islamistes dans la région. On a vu que Riyad a repris en main le dossier syrien que lui disputait en quelque sorte le Qatar, et l'Arabie Saoudite aujourd'hui a classé comme mouvement terroriste un certain nombre de mouvements qu'elle avait pour habitude de soutenir. Et je pense, d'ailleurs, le dossier syrien a été retiré au prince Bandar Ben Sultan, qui lui n'hésitait pas à avoir des liens avec des liens troubles avec les mouvances islamistes sur le terrain, au profit du prince Naïf, du prince Mohammed bin Naïf, donc le fils de son père qui est décédé, qui était le monsieur sécurité, et Mohammed étant lui un des messieurs, on va dire, antiterrorisme au sein du royaume. Donc voilà, je pense qu'on va avoir le temps d'aborder plus en détail d'autres questions sur les autres pays, etc. Mais voilà en gros comment s'articule cette dynamique régionale, selon moi, donc autour de cette quête aujourd'hui de la part de l'Arabie Saoudite de restaurer en quelque sorte son leadership dans la région, sans oublier bien sûr, je m'autorise ces 30 secondes supplémentaires, le risque que représente aujourd'hui pour l'Arabie cette fenêtre de négociation qui a été ouverte entre l'allié américain, donc entre Washington et Téhéran, sur fond bien sûr de quête d'indépendance énergétique de la part des États-Unis avec ce qu'on appelle la révolution des gaz de schiste. Donc tout ça constitue représente un sentiment de panique à l'intérieur de la monarchie qui doit absolument ressouder les rangs à l'intérieur de la péninsule et la discipliner en quelque sorte. Bon, beaucoup de pistes qui ont été lancées et je suis sûr qu'on va les reprendre les unes après les autres dans la discussion, à la fois ici et avec la salle. Mais Karim Sader évoquait ceux qui n'avaient plus beaucoup de pétrole, on pense à Bahreïn, Oman, Dubaï, qui donc doivent se diversifier depuis longtemps, et puis même les autres qui en ont beaucoup pensent à l'avenir et doivent aussi se diversifier. Alors est-ce qu'ils réussissent? Ça, c'est moins sûr. Hugo Micheron. Merci beaucoup Olivier. Merci à tous d'être venus nombreux à cette conférence malgré la fin d'après-midi d'été dehors. On va donc pouvoir parler des pays du Golfe et de l'avenir des pays du Golfe. Premier élément fondamental, quand on approche les pays du Golfe, il s'agit d'employer le pluriel. Ces pays sont évidemment très divers. C'est difficile d'avoir une approche monolithique d'une région donc qui est composée par 6 pays avec une importance démographique variable, des systèmes politiques différents, des ressources naturelles qui varient de l'épuisement, comme c'est le cas à Bahreïn, à la surabondance, comme ça peut l'être en ce qui concerne les ressources gazières au Qatar ou encore pétrolières au Koweït ou en Arabie Saoudite. Donc il y a cette difficulté. Les pays du Golfe sont un pluriel, mais ce sont un pluriel, mais singulier en fait, parce que les pays du Golfe partagent beaucoup de singularités communes, et la première c'est l'importance du modèle rentier en vigueur dans les pays du Golfe, l'importance des structures rentières des économies du Golfe, et c'est ce dont on va parler, à savoir l'évolution des structures rentières à travers 2 exemples, celui de l'emploi et celui des dépenses publiques.
L'importance du modèle rentier dans les pays du Golfe est liée à deux éléments clés. Le premier, c'est la faiblesse de leur population initiale. Et le deuxième élément, c'est l'abondance, évidemment, des ressources naturelles dans leur sous-sol. Ça peut paraître une évidence, mais si vous prenez le cas, par exemple, du Koweït et de son voisin, l'Irak, il y a des ressources naturelles pétrolières qui sont surabondantes dans les deux pays, mais l'Irak est un pays qui est peuplé, qui est très peuplé, alors que le Koweït est une cité-État. Le résultat est tout simple, c'est que le Koweït est maintenant, à l'heure actuelle, l'un des pays où le PIB par habitant est le plus élevé, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment de l'Irak. Donc c'est grâce à ces éléments, faiblesse de la population initiale et surabondance des ressources naturelles dans leur sous-sol, que les pays du Golfe, les 6 pays de manière différente donc, mais les 6 ensemble, ont pu rentrer dans la période pétrolière de leur économie et qui leur a permis de moderniser extrêmement rapidement leur structure, de consolider un appareil étatique efficace et d'avoir aujourd'hui, de partager des caractéristiques de développement avec beaucoup de pays industrialisés. Cette singularité, et c'est là maintenant tout l'enjeu, repose sur la dépendance fondamentale sur les hydrocarbures. De l'ère pétrolière, progressivement, depuis une dizaine d'années, les États du Golfe essayent de se préparer à l'ère post-pétrolière, c'est-à-dire à diminuer leur dépendance sur les hydrocarbures. Et si vous voulez, cette dépendance est disparate. Par exemple, si on considère l'émirat de Dubaï, cet émirat, l'économie est à 95% diversifiée, c'est-à-dire à 95% n'est pas le produit de l'exportation des hydrocarbures, ce qui est en termes absolus une diversification réelle. À l'inverse de l'Arabie Saoudite, où le PIB est composé encore à 60% des exports du pétrole. Pour autant, si on considère le budget des 6 États du Golfe, donc je rappelle rapidement, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et Oman, et les Émirats Arabes Unis, bien sûr. Donc, si on considère les 6 budgets de ces États, les ressources budgétaires sont composées de 60% au Qatar à 90% en Arabie Saoudite, des ressources issues des hydrocarbures. Donc il y a encore une dépendance qui est très très forte en termes absolus. L'agenda politique, comme je disais, depuis le milieu des années 2000 est maintenant à la diversification économique. C'est ce qu'on va voir, les contraintes, les défis qui pèsent sur ces programmes de diversification à travers 2 exemples, celui de l'emploi et des dépenses publiques. Pour ça, il s'agit de comprendre un fait fondamental, une transformation dont Olivier Dallage pourrait très bien vous parler, qui est la transformation démographique des pays du Golfe. Les pays du Golfe ont une croissance démographique qui est 2 fois supérieure à la moyenne internationale. Donc c'est l'une des croissances démographiques les plus rapides au monde, ce qui a résulté dans le triplement de la population régionale en 30 ans. Dans une économie, donc les conséquences de ça, c'est une région extrêmement jeune. La moitié de la population régionale a moins de 25 ans. Si on prend le cas de l'Arabie Saoudite, 80% de la population nationale a moins de 30 ans. 80%, c'est l'un des pays les plus jeunes du monde. Cette jeunesse et ce dynamisme démographique a pour conséquence de développer des pressions, si vous voulez, sur le système redistributif rentier en place dans les pays du Golfe. Et on va le voir tout de suite avec l'emploi. Le premier élément, donc, c'est que le marché de l'emploi dans les pays du Golfe, là au-dessus, mutatis mutandis, est composé par est caractérisé par des distorsions très importantes. Si vous voulez, schématiquement, on trouve un secteur privé qui est composé dans son immense majorité de travailleurs expatriés, donc dans les postes à responsabilité des travailleurs principalement occidentaux ou arabes, et dans les postes sous-payés, sous-protégés et surexploités, on trouve des travailleurs expatriés majoritairement en provenance des pays du sous-continent indien.
on peut rappeler ici le scandale de la Coupe du Monde 2022 avec l'affaire autour des travailleurs népalais qui avait fait scandale après les révélations du Guardian. De l'autre côté, les travailleurs, les ressortissants nationaux sont concentrés dans l'économie, dans le secteur public. Et c'est une concentration qui est très importante, qui est encore une fois variable. 30 à 40% des nationaux à Bahreïn et à Oman travaillent dans la fonction publique. Ce taux va jusqu'à 96% au Qatar, c'est-à-dire que la quasi-intégralité, si vous voulez, de la population qatari travaille en tant que fonctionnaire. Et donc ça résulte, à l'heure actuelle, en une exclusion de l'économie et du secteur privé par des nationaux. Ce qui n'était pas problématique jusqu'à très récemment, ce qui était même considéré par les nationaux du Golfe comme un droit inaliénable en tant que ressortissant d'un pays rentier, d'être embauché, d'avoir un poste garanti dans la fonction publique, surpayé, surprotégé, à vie, etc. Le problème, c'est que suite à l'évolution démographique que je viens d'évoquer, les États du Golfe, hormis le Qatar, qui a encore un peu de marge de manœuvre, sont dans l'incapacité de fournir des postes dans la fonction publique à l'ensemble de la population. Si vous voulez, on peut schématiquement dire que vous pouviez garantir des postes dans la fonction publique quand la population faisait 15 millions, la population régionale faisait 15 millions d'habitants. Maintenant qu'elle en fait 45, c'est beaucoup plus problématique. Et donc les pays du Golfe travaillent essayent de mettre des mesures en place de nationalisation, etc. Mais c'est compliqué principalement en raison de l'importance de la différence salariale. Les travailleurs nationaux dans la fonction publique ont des salaires qui sont largement supérieurs à ceux que peut offrir le secteur privé dans ces pays. C'est pourquoi, pour prendre un exemple, un emploi dans la fonction publique à Abu Dhabi est rémunéré en moyenne 6 fois plus que le même emploi proposé dans le secteur privé. Un emploi qui est compétitif, en concurrence, etc. Donc, il y a une saturation, d'une part, des emplois dans la fonction publique. Les États sont incapables d'en proposer davantage. De l'autre côté, si vous voulez, il y a une incapacité à s'insérer dans le secteur privé. Ça résulte dans un phénomène qui est extrêmement important, substantiel à l'heure actuelle, c'est un chômage important. À l'exception du Qatar où le chômage est inexistant, vous avez un taux de chômage qui touche entre 15 et 30% des jeunes en Arabie Saoudite, à Bahreïn, à Oman, et sans compter un taux d'inactivité très important, qu'on dit approche de 40% en Arabie Saoudite, pour la simple et bonne raison que les nationaux parfois préfèrent attendre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'un emploi dans la fonction publique se libère, plutôt que de rentrer dans le secteur privé. Donc, les pays du Golfe, à l'heure actuelle, ne créent pas le quart des emplois nécessaires. Et s'il y a une réelle prise de conscience sur la nécessité de trouver une solution à la crise de l'emploi, par exemple, la question de la réforme du marché du travail sont à l'agenda, forment quasiment l'essentiel de l'agenda politique en Arabie Saoudite. Il y a un problème sur la capacité des réponses. Et ça, je pense que Laurence reviendra là-dessus plus en détail. L'autre point sur lequel qu'il convient d'aborder brièvement, c'est la question de l'explosion des dépenses publiques. On a vu l'accroissement démographique. Il faut savoir que dans les 6 pays du Golfe, les dépenses publiques s'accroît sur un rythme plus rapide que la démographie. Par exemple, elles ont quadruplé, les dépenses publiques ont quadruplé en Arabie Saoudite depuis les années 90. La raison est connue, ce sont les pratiques clientélistes et de patronage qui sont mises en place, l'État garantissant un emploi dans la fonction publique à ses ressortissants, l'État garantissant des prix subventionnés à ses ressortissants, etc. Et avec l'accroissement démographique, la charge augmente. Le problème, c'est que maintenant, les dépenses publiques atteignent des taux très importants. On peut mesurer le niveau des dépenses publiques dans les pays à travers le prix du baril moyen du pétrole
qu'il est nécessaire pour garantir l'équilibre budgétaire. Et ce prix moyen du baril du pétrole augmente pour atteindre toujours l'équilibre budgétaire. Je prends l'exemple d'Oman et de Bahreïn. On considère qu'il faut un baril du pétrole à $115, ce qui est un baril élevé, pour que Oman et Bahreïn soient à l'équilibre. En dessous de $115, ils sont obligés de puiser dans leurs finances, dans leurs réserves, pour financer les dépenses structurelles. À l'heure actuelle, en Arabie Saoudite, ce taux est considéré à $90. Et du fait de l'augmentation des dépenses publiques, il augmente. On dit qu'il sera à 100 ou 110 en 2017 et probablement à beaucoup plus d'ici 2020. Certains prédisent, en tout cas essayent de prévoir le fait que l'Arabie Saoudite, d'ici la fin de la décennie, pourrait avoir épuisé ses réserves financières qui sont colossales à cause de ce phénomène de l'augmentation des dépenses publiques. Ce seuil est encore très bas au Qatar, il est bas aux Émirats Arabes Unis et également au Koweït, mais il suit une ascension parallèle. Donc c'est bien les tendances qu'il faut regarder et qui sont inquiétantes, étant entendu que l'Arabie Saoudite, l'hégémon régional, le pays le plus peuplé de la région, 30 millions d'habitants, est directement concerné par ça, et que si l'Arabie Saoudite se retrouve dans une situation financière compliquée, s'il y a une explosion sociale par exemple en Arabie Saoudite, ça aurait probablement un très fort impact sur les pays voisins. Donc en conclusion, les pays du Golfe font face de façon différente, mais dans l'ensemble à des défis qui sont colossaux. Et il y a maintenant un besoin de réforme qui est une prise de conscience qui est faite. Les questions qui se posent, c'est la capacité, en fait, d'une part des régimes en place, des monarchies en place, à concilier un calendrier de réforme économique exigeant en termes de diversification économique, et de l'autre côté, un agenda politique qui est très contraignant également, à travers la nécessité de maintenir un statu quo et de maintenir le clientélisme pour continuer d'acheter la paix sociale. L'autre question, au-delà des capacités, c'est le temps. Je viens de vous donner un espace-temps pour l'Arabie Saoudite qui est de 4 à 5 ans avant que les problèmes budgétaires sérieux se posent. Est-ce que la famille royale vieillissante a les capacités de réagir? Toute la question est là. Pour terminer sur un élément prospectif, il convient de garder en tête l'élément et le contexte actuel, qui est la crise syrienne. La crise syrienne, qui est donc une plaie ouverte au niveau des pays du Golfe, a pour solution, apparemment, aurait pour seule solution la nécessité de négocier avec l'Iran. C'est ce que font les États-Unis en ce moment et l'ensemble des puissances internationales. Ce qui est la carotte vendue à l'Iran, c'est tout simplement la levée des sanctions et la réintégration de l'Iran dans la communauté internationale. La levée des sanctions signifierait que l'Iran se mettrait à nouveau à produire du pétrole à plein régime, et probablement la suite logique serait la baisse des prix du pétrole. Là où les pays du Golfe ont intérêt justement à la hausse et ont de plus en plus intérêt à un baril haut. On voit bien toutes les tensions politiques et les crispations qui peuvent exister du côté saoudien autour de ces questions des négociations avec l'Iran. Quand on voit que la production de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis, au Canada et en Australie ont eu des impacts sur les cours du pétrole et du gaz, on peut imaginer ce que serait l'investissement, le réinvestissement à plein régime et les exportations à plein régime de l'Iran, 3e ou 4e exportateur mondial de pétrole. Je vous remercie, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter après. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Hugo Micheron. En tout cas, moi j'ai noté déjà plusieurs questions complémentaires. Donc c'est vrai, quand on parle des pays du Golfe, spontanément on pense pas à des mises en garde du FMI sur leurs finances publiques. L'idée même de chômage qui est évoquée, ça peut surprendre. Et encore, il n'y a pas que le chômage officiel, il y a le chômage déguisé qui est encore plus important. Et puis tout ça, c'est pas très bon pour la stabilité politique des États en question. Laurence Louer.
Merci Olivier, bonsoir à tous. Donc moi je voudrais en effet revenir plus particulièrement sur la question du chômage et des politiques de l'emploi. Ça vient d'être évoqué un petit peu, et ce que je vous propose ce soir de faire, c'est une espèce d'histoire rapide au fond de cette question de l'emploi dans les monarchies du Golfe, parce que c'est loin d'être une question nouvelle. En fait, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'au début de l'industrialisation pétrolière, donc fin des années 30, dans la plupart de ces pays, parfois années 60-70, pour Oman, les Émirats et le Qatar, eh bien, se sont noués des conflits du travail, des conflits sociaux parfois très importants dans l'industrie pétrolière. Qu'ont fait les compagnies pétrolières américaines et britanniques lorsqu'elles sont arrivées dans ces pays où il n'y avait pas de main-d'œuvre industrielle avant la découverte du pétrole, c'est de recruter massivement des expatriés, beaucoup en provenance d'Inde, puisqu'on était alors encore dans le cadre du protectorat britannique. Les monarchies du Golfe faisaient partie de l'Empire britannique des Indes. Beaucoup aussi d'autres pays du monde arabe, où il y avait une main-d'œuvre industrielle, une main-d'œuvre iranienne également. Et dans ce cadre-là, on était dans une situation inverse de la situation qui prévaut aujourd'hui sur le marché de l'emploi, avec en fait les nationaux situés au bas de l'échelle de la hiérarchie des emplois et au bas de l'échelle des salaires. Très souvent, il y a des historiens qui ont documenté ça de manière abondante pour l'entreprise pétrolière Bapco à Bahreïn. Les nationaux n'étaient même pas recrutés avec des contrats de longue durée, ils étaient recrutés sur une base journalière. Et les premiers mouvements sociaux et les premiers mouvements syndicaux en particulier, mouvements ouvriers, se sont noués dans ce contexte-là, et les revendications étaient que les nationaux aient priorité pour l'emploi dans l'industrie pétrolière à une période où les difficultés économiques étaient grandes, puisqu'on était à la fin en fait de l'économie perlière qui a assuré la richesse de ces pays avant la découverte du pétrole, et puis on était aussi au lendemain de la grande crise de 1929. Donc, revendication que priorité soit donnée aux nationaux pour l'emploi dans les compagnies pétrolières, demande aussi d'une codification d'un droit du travail qui assurait des droits minimums aux salariés, puis revendication d'égalité aussi de traitement entre nationaux et expatriés, puisqu'à l'époque, les expatriés avaient de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Donc, la main-d'œuvre au sein des compagnies pétrolières était extrêmement segmentée, hiérarchisée en fonction des appartenances ethno-nationales des uns et des autres. Et quand on interroge des syndicalistes de l'époque, une chose qui les avait vraiment marqués, c'est qu'il y avait des points d'eau différents en fonction des nationalités des expatriés, et que les nationaux avaient de l'eau qui n'était pas fraîche et pas propre, alors que les Indiens, disent-ils, donc avaient le droit à de l'eau claire et fraîche. Donc vous voyez comment il y a des retournements tout à fait ironiques de l'histoire. C'est dans ce contexte en fait qu'il faut comprendre ce qui a été décrit précédemment, c'est cette segmentation du marché du travail qui caractérise les monarchies du Golfe, qui s'est mise en place progressivement, mais qui a été dominante, on va dire, à partir du milieu des années 70, c'est-à-dire le boom pétrolier que nous appelons le choc pétrolier, donc l'augmentation des ressources pétrolières, qui permet aux États de financer activement leur développement, de développer leur appareil d'État, donc la bureaucratie, l'administration, mais aussi le secteur privé qui connaît un accroissement, un développement considérable à cette époque, et donc de mettre en place cette politique de l'emploi particulière au Golfe, mais qu'on retrouve dans d'autres pays arabes. Moi, je pense à l'Égypte, je pense à la Syrie, les républiques, les États autoritaires modernisateurs sont aussi coutumiers de cette politique qui consiste au fond à garantir un emploi public, notamment aux diplômés, aux hommes diplômés de l'enseignement universitaire ou du supérieur. Donc cette politique de l'emploi garanti, elle est mise en place, de l'emploi public garanti mise en place dans les années 70, et c'est au fond un instrument qui permet de constituer, de répondre aux revendications des mouvements ouvriers qui demandent au fond que les nationaux soient protégés contre la concurrence des travailleurs expatriés. Et donc c'est la réponse au fond, cette segmentation du marché du travail, c'est la réponse des gouvernements à cette époque à ces revendications qui vont d'ailleurs rapidement calmer les mouvements sociaux et les conflits du travail à cette période. Donc la segmentation du marché du travail, c'est les nationaux en effet majoritairement dans le secteur public, et les emplois du secteur privé sont en très grande partie occupés par des expatriés. Donc si vous voulez, le phénomène de concurrence est annulé puisque
expatriés et nationaux évoluent dans des sphères complètement séparées, si vous voulez, avec des conditions de travail séparées, des lois du travail aussi qui sont séparées pour le secteur privé et pour le secteur public. Donc tout est vraiment conçu pour éviter le phénomène de compétition entre nationaux expatriés qui avait caractérisé les premières décennies de l'industrialisation pétrolière. À partir des années 1990, cette politique de l'emploi public garanti a commencé à marquer le pas et à devenir dysfonctionnelle, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le chômage de masse, en fait, dans plusieurs de ces pays, et notamment dans les 3 pays qui sont les moins riches per capita, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et Oman. Le Bahreïn, en fait, est le pays où l'on voit le plus rapidement les effets de cela, puisque le pays a connu entre 1994 et 1999 ce que les habitants appellent une intifada, donc un soulèvement dans lequel les chômeurs ont joué un rôle tout à fait important. L'intifada a même débuté, entre autres, par des manifestations de chômeurs qui étaient régulièrement organisées devant le ministère du Travail et qui étaient dirigées par un certain Cheikh Ali Salman, qui est aujourd'hui le secrétaire général du principal parti d'opposition au Bahreïn, parti islamiste chiite, mais qui a en partie construit sa réputation et son envergure de leader politique sur, au fond, sa réappropriation des questions sociales et de la question de l'emploi aussi. Au cours des années 2000, s'est constitué au Bahreïn ce qui s'appelait le comité des chômeurs, qui s'est transformé ensuite en 2005 en comité des chômeurs diplômés, qui a mené des actions radicales de type manifestation devant le ministère du Travail, qui était proche des mouvements d'opposition les plus radicaux, qui a été dissous dans les années, à la fin des années 2000. Donc on voit là déjà un des effets, si vous voulez, politiques de cette montée du chômage dans la population nationale. Donc les raisons, au fond, de cette apparition du chômage de masse, c'est que, en particulier à cause de l'accroissement démographique important dans ces pays, accroissement qui a été soutenu notamment par des politiques natalistes, le secteur public n'a plus eu la capacité d'absorber l'ensemble des nouveaux arrivants sur le marché du travail. C'est pour cette raison que les chômeurs dans les monarchies du Golfe sont, dans leur grande majorité, des gens qui cherchent leur premier emploi. Ce sont moins souvent des gens qui ont été licenciés. Ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas été formés, comme ça a été dit, pour le secteur privé. Mais il y a un autre facteur aussi qui rentre en compte, c'est que le modèle familial, au fond, sur lequel était basée cette politique de l'emploi public garanti, est aujourd'hui de moins en moins pertinent, valide dans les sociétés du Golfe, puisque c'était basé sur l'idée que le seul salaire du chef de famille, donc travaillant dans le secteur public, devait suffire à garantir un niveau de vie correct. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a eu une progression importante de l'inflation. La vie coûte de plus en plus cher, le logement en particulier, ce qui fait que 2 salaires, souvent, ça ne suffit plus dans beaucoup de familles. Deuxièmement, les femmes aujourd'hui veulent travailler, elles veulent sortir de l'espace public. Elles sont souvent, dans tous les pays, elles sont plus diplômées que les hommes. Donc elles étudient, font des études universitaires et donc veulent prendre leur part dans la société. Par ailleurs, le discours des gouvernements encourage aussi le travail et l'activité des femmes d'une manière générale. L'immigration massive et le fait qu'aujourd'hui chaque famille dispose en général d'un voire de 2 employés domestiques à la maison est aussi bien sûr à libérer du temps pour les femmes pour l'activité professionnelle. Donc ce qui explique aujourd'hui cette modification du modèle familial traditionnel, que beaucoup de chômeurs sont en fait des chômeuses, de jeunes chômeuses dans les monarchies du Golfe. Donc pour essayer de remédier à cela, en effet, à partir des années 90, dans la plupart des cas, les monarchies du Golfe ont mené des politiques qu'on appelle de nationalisation des emplois, qui est en fait une sorte de politique de discrimination positive qui vise à réserver des emplois aux nationaux,
alors dans le secteur public, mais aujourd'hui l'enjeu c'est de nationaliser les emplois dans le secteur privé. La nationalisation des emplois a porté ses fruits dans les secteurs publics aujourd'hui, qui sont largement nationalisés, et dans lequel j'inclus le secteur public, ce qu'on appelle le secteur semi-privé, qui est en fait pas une catégorie juridique dans ces pays-là, mais qui comprend les entreprises qui sont considérées comme privées, mais dont en fait la majorité des capitaux sont détenus par les États, et qui très souvent ces entreprises donc sont largement nationalisées, fonctionnent avec des salaires et des grilles salariales et puis des conditions de travail qui sont plus proches en fait de ceux du secteur public que de ceux du secteur privé. Dans le secteur privé, ces politiques de nationalisation ont eu des effets, mais elles n'ont pas eu les effets escomptés à la hauteur des espoirs qui avaient été placés. Je crois que l'un des impacts et l'un des effets principaux du printemps arabe a été de donner un coup d'accélérateur à ces politiques de nationalisation des emplois. Et au fond, aujourd'hui, la pression s'exerce sur le secteur privé et sur les entreprises locales. C'est particulièrement visible en Arabie Saoudite et à Oman, où il y a un fort taux de chômage. Et à Oman, le printemps arabe s'est manifesté principalement par des revendications sociales qui étaient portées par des jeunes chômeurs et puis des jeunes employés du secteur privé, mais gagnant de très faibles salaires et travaillant dans de très mauvaises conditions. C'est vraiment la marque, on va dire, du printemps arabe à Oman. C'est cette question de l'emploi qui était vraiment au centre des revendications. Et donc, au fond, le printemps arabe a redonné une urgence à ces politiques de l'emploi et il s'exerce actuellement une pression considérable, je le disais, donc sur le secteur privé qui est sommé, au fond, de prendre sa part à la résolution du problème du chômage. En effet, le secteur privé a toujours été extrêmement réticent à recruter des nationaux parce qu'ils sont plus chers, ils ont des revendications en termes de salaire bien plus importantes que les expatriés, qui sont soumis à un système juridique qui les rend incapables de négocier leur contrat de travail, leur salaire, leurs conditions de travail. Les nationaux sont aussi souvent moins bien formés que les expatriés et ils sont aussi plus prompts à revendiquer, si vous voulez. Donc d'une manière globale, le coût du travail est très très différent pour les nationaux et pour les expatriés. Le secteur privé a jusqu'à présent fait de la résistance, contourner les quotas de nationalisation par différents expédients qui sont tous parfaitement connus. Et c'est vrai qu'il y avait une pression qui s'exerçait jusqu'à présent, mais qui était beaucoup moins importante que la pression qui s'exerce jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cadre-là, les gouvernements soutiennent notamment les organisations de salariés nationaux. Il y a 3 pays où il existe des syndicats, c'est le Bahreïn, c'est Oman et le Koweït. Donc le Koweït depuis les années 60, existence quasiment ininterrompue. Au Bahreïn, il y a eu des syndicats, mais ils ont été officiellement reconnu seulement en 2002 et à Oman en 2006 suite en fait à la signature d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est le soutien politique dont bénéficient ces syndicats face aux employeurs, c'est l'évolution des lois du travail dans le secteur privé dans un sens qui est plus favorable aux employés qu'aux employeurs, alors que jusqu'à présent, les législations du travail étaient plus favorables, étaient pro-employeur, si vous voulez, pro-patronat. Et le rapport de force, en fait, il y a tout simplement une relation qui est en train de se créer entre salariat et patronat national, puisque jusqu'à présent, au fond, la segmentation du marché du travail faisait qu'il n'existait pas ce type de relation. Les employeurs avaient massivement affaire à des expatriés auxquels il était interdit de s'organiser. Ils n'avaient pas affaire, si vous voulez, à leurs concitoyens, à des organisations syndicales de leurs concitoyens. Aujourd'hui, c'est différent et il se trouve, les employeurs, le patronat, dans une situation politique tout à fait inédite où, au fond, comme me le disait un syndicaliste omanais, ils ne sont plus les enfants gâtés du régime. Aujourd'hui, c'est le tour des salariés, des employés. Et ce sera mon mot de conclusion. Au fond, il est intéressant de suivre cette évolution parce que le pacte politique qui est au fondement de ces monarchies du Golfe, c'est un pacte de redistribution, on va dire, à 2 niveaux. D'un côté, la redistribution aux citoyens ordinaires des revenus de la rente pétrolière et gazière
l'emploi public, par le subventionnement des produits de base, par une politique du logement très généreuse aussi, par l'accès gratuit à l'éducation, à la santé. Et puis, de l'autre côté, redistribution aux oligarchies marchandes qui contrôlent jusqu'à aujourd'hui le secteur privé via des lois commerciales qui les protégeaient de la concurrence, les protègent largement toujours de la concurrence des entreprises étrangères, via des processus de redistribution de terres appartenant aux dynasties régnantes, via un accès favorisé aux entreprises locales aux grands contrats de construction et d'infrastructure, donc un secteur privé qui a largement et qui vit aujourd'hui largement toujours de la dépense publique. Et aujourd'hui, au fond, ce que demandent les gouvernements au secteur privé, c'est de contribuer, si vous voulez, à la redistribution, donc de redonner une partie de sa richesse pour aider notamment à résoudre le problème du chômage. Donc au fond, l'acceptation de recruter des expatriés est perçue par ce patronat comme une sorte de taxe, au fond, que le secteur privé devrait acquitter pour finalement pouvoir continuer à travailler, si vous voulez. Je crois que donc il est tout à fait important de suivre l'évolution finalement de cette relation tripartite entre État, patronat et salariés qui est en train de se modifier et plus largement les réformes des politiques sociales qui soit ont lieu, soit sont en train d'être élaborées dans ces pays, consistent quand même à essayer de maintenir au fond des allocations généreuses de l'État-providence pour les citoyens, mais de les faire financer par des prélèvements qui seraient essentiellement donc prélèvements prélevés sur le secteur privé. Donc c'est au fond un embryon de système de taxation qui annonce, je crois, des évolutions à venir. Merci. Merci Laurence Louer. Et quand on commence à taxer, il faut donner des contreparties politiques. Voilà, comme disaient les colons à Boston. Moi, j'ai une question pour chacun de vous. En fait, j'en ai beaucoup plus, mais je vais me limiter à une pour que après vous puissiez poser des questions depuis la salle. Donc, en commençant par Laurence Louer, vous n'avez pas parlé d'un mot qui revient souvent quand on parle de la situation de l'emploi dans les pays du Golfe, c'est la kafala, c'est-à-dire le système de sponsor, qui est présenté, alors qui est contraire au principe de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, certains des pays du Golfe y ont renoncé, les autres ont promis qu'ils le feraient, mais même là où ils y ont renoncé, dans la pratique, c'est pas toujours. Et puis surtout, c'est présenté comme une régulation de l'immigration mais ça a un impact considérable sur la vie. Alors, je vous laisse développer. Oui, tout à fait. Donc, ce système de la kafala, qu'on traduit par sponsorship, parrainage en français, c'est au fond l'institution par l'intermédiaire de laquelle les expatriés ont accès au marché du travail. Ils doivent être sponsorisés par un national qui est en fait... la kafala, ça avait été décrit très bien par un Gilbert Boger dans un article qui date d'il y a plusieurs années. Il disait au fond, c'est quand l'État délègue sa politique migratoire à la société. C'est au fond, c'était le patronat, le secteur privé. Tant qu'ils avaient besoin de faire venir des expatriés, ils avaient les autorisations. Et donc, au fond, une des fonctions souveraines de l'État était déléguée à la société. Et c'est vrai que la kafala, ça contribue énormément à placer les expatriés sous la coupe de leurs employeurs, puisque c'est les employeurs souvent qui sont les kafiles, les sponsors, bien que juridiquement les deux fonctions soient distinctes. C'est vrai que le système, on réfléchit à des réformes du système. Il n'y a qu'un seul pays où il a vraiment été réformé, c'est Bahreïn en fait, qui a en 2009 mis fin à ce qu'on appelle le certificat de non-objection, qui est en fait le certificat que tout travailleur expatrié devait obtenir de son employeur s'il voulait changer d'emploi. C'est-à-dire que son employeur devait accepter qu'il change d'emploi. Et en pratique, ça marche ? Alors, en pratique, ça ne marche pas, en fait, puisque Bahreïn, surtout, est un tout petit pays, donc avec un tout petit secteur privé où tout le monde se connaît. Donc, c'est un peu le principe, si tu me fais une crasse, je t'en ferai une, donc tu prends pas mes employés, puis moi, je prendrai pas les tiens. Donc, en fait, on voit que même si, juridiquement, il est possible pour les expatriés de changer d'employeur sans demander l'accord de leur employeur, après quelque temps, en fait, ça, c'est très, très peu pratiqué, si vous voulez. Et donc, ailleurs, dans les pays du Golfe, les Koweïtiens avaient annoncé en 2011
qui réformeraient aussi leur kafala dans ce sens. Ça n'a toujours pas été fait. Il faut dire aussi que ça correspond aussi parfois à une demande du secteur privé lui-même, parce que les employeurs expliquent que la kafala, au fond, c'est quand même casse-pied. Il faut organiser le séjour des expatriés, il faut leur payer le logement, il faut les faire venir, il faut leur payer un billet d'avion par an pour rentrer chez eux. Il y a des tas de responsabilités, il y a des tas au fond, de responsabilités qui incombent aux employeurs, et ce serait bien que l'État prenne ça en charge finalement. Hein. Donc il y a cette idée peut-être de réformer la kafala en créant une espèce d'institution publique qui serait chargée de faire venir les travailleurs expatriés, qui ensuite les redistribuerait aux entreprises en fonction de leurs besoins, mais où au fond la responsabilité de la politique migratoire, au fond, elle n'incomberait pas au secteur privé, elle serait reprise en main par les États. Merci. Hugo Micheron, il y avait également pas mal de choses, mais surtout j'ai noté que l'économie de Dubaï était diversifiée à 95%. Est-ce que c'est une vraie diversification hors pétrole ? Parce que quand on voit qu'ils ont été en faillite en 2008 et qu'ils n'ont été sauvés que par le chèque d'Abu Dhabi, finalement, eux n'ont peut-être plus de pétrole, mais ce qui fait vivre Dubaï, c'est le pétrole des voisins. Je suis très, très heureux que vous posiez cette question, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Dubaï est diversifié à 95%, ce qui est très important au milieu de la région du Golfe, parce que c'est une interface. Parce que c'est l'interface entre le système rentier des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, vers le reste du monde. C'est-à-dire que Dubaï est un modèle qui est émulé par les autres nations, à commencer par le Qatar, qui voit en Dubaï l'achèvement de ce que pourrait être Doha. Et donc, l'idée, c'est de dire, en investissant dans les secteurs comme la finance, le tourisme de luxe principalement, la logistique, on arrivera en fait à ne plus dépendre du pétrole. Mais comme vous l'avez souligné, en 2008, l'immobilier aussi bien entendu, en 2008, crise économique internationale, cette ville qui est ouverte à tous les vents prend l'eau. Et il ne peut pas y avoir que des Dubaï. À vrai dire, il ne peut probablement y en avoir qu'un seul. Et Dubaï, en dernier recours, en plein milieu de la crise, manque de liquidité. Le marché, la bulle immobilière explose et se retrouve en cessation de paiement. N'a plus qu'une seule solution, c'est de crier secours au grand rival qui est Abu Dhabi et qui fera le chèque avec les pétrodollars d'Abu Dhabi. Donc, in fine, si vous voulez, le modèle de Dubaï est arrivé en 2008 au bout du chemin et a été sauvé par l'argent du pétrole. Donc, on voit bien comment, en fait, Dubaï existe en tant que Dubaï au sein d'un système rentier et d'une région qui est rentière. Et il y a un autre élément qui est très important aussi, c'est la limite des investissements étrangers dans les pays du Golfe. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Les entreprises maintenant s'implantent dans les pays du Golfe et principalement à Dubaï, où il existe la plus grande zone franche urbaine, à Jebel Ali. Donc on trouve à peu près tout ce qui se fait en termes d'entreprise à Jebel Ali, sauf que si l'on regarde de plus près les répercussions des activités économiques de ces entreprises sur l'économie locale, en fait, elle est quasi nulle. C'est-à-dire que c'est des entreprises étrangères, dirigées par des étrangers, qui emploient des étrangers, qui répondent à un carnet de commandes établi à l'étranger, pour finalement vendre les produits souvent à l'étranger. Donc, si vous voulez, demain, vous fermez Jebel Ali, ça peut ouvrir n'importe où. Ils sont là parce qu'il y a des conditions fiscales qui sont très très avantageuses. Si demain un autre pays le fait, il pourrait partir. Et bien entendu, s'il y a une crise systémique qui ouvre dans les pays du Golfe, comme certains l'avancent, quel sera l'avenir de Jebel Ali ? Voilà, je sais pas pour dire que Jebel Ali va s'effondrer, mais c'est plus pour montrer les limites inhérentes en fait à Dubaï et la difficulté d'émuler un système comme celui-ci en fait. Ma question pour Karim Sader. Oui, bien sûr. Ça marche, c'est bon. Rebondir sur un point par rapport aux Émirats rapidement, mais juste une idée qu'on oublie d'évoquer, c'est que les Émirats, c'est pas seulement Dubaï et Abu Dhabi. Et au moment du printemps arabe, du déclenchement, il se trouve que j'y étais, et il y a eu, surtout quand à Oman, la révolte a pris un caractère social, socio-économique, il y a une prise de conscience du risque de fracture avec les Émirats du Nord, qui pâtissent de carences en termes d'infrastructures,
on s'imagine pas que, comparé à Dubaï ou à Abu Dhabi, les fastes et les tours, etc., on ne peut pas imaginer le degré de carence dont ils pâtissent. Et à cette époque-là, les Nahyan se sont précipités pour arroser, pour effectuer des travaux, etc., pour justement prévenir tout risque de contestation qui serait lié à cette fracture avec les Émirats du Nord. Alors, ça me permet d'enchaîner sur une autre contestation qui a existé aux Émirats et ailleurs. Enfin, vous avez évoqué ça très rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire les frères musulmans. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la raison pour laquelle les frères musulmans, donc mouvement d'islam politique, déplaisent tellement à des pays qui sont des islamo-conservateurs? Quelle est la rupture? C'est quoi la faille? Je pense que les frères musulmans, c'est la hantise des pétromonarchies du Golfe, plus particulièrement de l'Arabie saoudite, et qu'ils sont plus effrayés par les Ikhwan que par l'Iran même. L'Iran a ce mérite d'être, vous savez, dans une guerre froide, on a l'adversaire bien identifié, donc ça, quelque part, ça crée une cohésion. Les frères musulmans, tout simplement parce qu'ils prônent la participation du croyant à la vie de la cité. Donc il y a chez les frères musulmans cette participation aux politiques qui est exclue dans l'islam wahhabite, par exemple, qui est prôné par l'Arabie saoudite. Donc il y a aussi, je pense, chez les frères musulmans, cette connotation progressiste dans les revendications. Il y a un caractère social. Donc je pense qu'aujourd'hui, les frères musulmans font peur à la monarchie saoudienne et à ses alliés parce qu'elle constitue la seule alternative crédible en tant qu'opposition islamiste. Il ne faut pas oublier que pèse sur la tête des monarchies du Golfe ces relations avec les États-Unis, ce pacte avec le grand Satan qui assure jusqu'à aujourd'hui encore le parapluie sécuritaire. Donc quelque part, c'est la schizophrénie dont sont victimes en quelque sorte les familles régnantes du Golfe, c'est-à-dire une société quand même, il faut le dire, encore imprégnée d'un certain anti-américanisme, une certaine réticence, surtout avec cette marche forcée vers la mondialisation. On sent quelque part certaines réticences face à l'Occident, face à ses mœurs, etc. Il y a une résistance traditionnaliste. Donc les monarchies peuvent se voir taxées de complaisance vis-à-vis des Américains, etc. Et c'est ce que les frères musulmans pouvaient tenir contre les monarchies du Golfe. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand les frères musulmans ont pris le pouvoir, ils l'ont pris en accord avec les États-Unis. Et je pense que le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'était pas d'aller faire ce stupide coup d'État en Égypte pour justement remettre les frères musulmans dans la clandestinité et donc quelque part leur redonner cette posture martyre, mais de les laisser au pouvoir s'écrouler par eux-mêmes, puisqu'ils allaient s'écrouler dans la mesure où ils n'ont aucune expérience en termes de gouvernance économique. Donc aujourd'hui, je pense que les frères musulmans constituent cette alternative qui fait peur aux monarchies du Golfe et qui ont fait d'autant plus peur aux monarchies du Golfe qu'il y avait un semblant de pacte entre les États-Unis et les frères musulmans, justement de voir une région dominée par les Ikhwan qui arrangeait bien les États-Unis à une certaine époque. Mais aujourd'hui, le vent tourne et ça va très vite. Donc Ok, on va élargir la discussion à la salle, donc on va prendre quelques questions et après on retourne ici à la tribune pour y répondre. Qui pose la première question? Il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Voilà. Une au milieu. Censé coordonner un peu l'action et les programmes entre les pays du Golfe. Et troisième question, concernant l'Arabie saoudite, qui a quand même des ressources inépuisables, à savoir des lieux saints, qui véhiculent des millions de pèlerins par an, et encore davantage pour les petits pèlerins, pour le petit pèlerinage. Et là, ça constitue un tourisme religieux en quelque sorte, qui permet à l'Arabie saoudite de vraiment tirer son épingle du jeu à moyen et même à long terme. Merci. D'accord, on va prendre encore une, deux ou trois questions. Oui. D'abord, merci beaucoup pour la conférence qui est vraiment très très bonne. Je voudrais poser une question sur un autre enjeu
de l'avenir des pays du Golfe, qui est l'éducation. Et notamment en Arabie Saoudite, où aujourd'hui, sur la tête du gouvernement, il y a la question de la refonte des locaux d'éducation qui sont vraiment mauvais état. Il y a la question de la refonte des manuels scolaires qui pose problème. Et en Arabie Saoudite, comment aujourd'hui refonder les manuels scolaires, parce qu'on a quand même une jeunesse qui a un très très bon niveau d'éducation, et comment les refonder à la fois en se basant sur la foi et en se basant sur la science et par rapport au monde moderne. Voilà. Encore une autre question? Oui, ici. Oui, bonjour. Oui, merci pour cette conférence que je trouve également très intéressante. Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'évolution de la femme dans ces différents états. Comment elles peuvent évoluer, comment elles peuvent exister même, alors que pour l'instant, elles sont plutôt niées. Merci. D'accord. Donc là, on va prendre l'ensemble des questions. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de répondre sur les thématiques que vous avez abordées dans vos introductions. Sur tous les sujets, vous pouvez intervenir. Sur les questions militaires et coordination des pays du Golfe, Hugo Micheron. Sur la question des dépenses militaires, elles sont énormes. La région du Golfe est évidemment l'une des premières régions en termes d'importation d'armes. Et à vrai dire, non seulement elles sont énormes en volume, mais elles sont aussi énormes en termes d'importance politique. Je m'explique. À partir du premier choc pétrolier, les pays exportateurs de pétrole se sont retrouvés à la tête d'une manne colossale. L'un des éléments a été de réinvestir cette manne à l'étranger, et principalement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, afin de garantir, si vous voulez, un rapport de clientélisme avec les patrons internationaux. Et une des manières de réinvestir cette rente, ça a été d'acheter des armes. Et il y a eu, si vous voulez, à partir des années 80, un circuit qui s'est mis en place avec les pays, les États-Unis en tête, qui achetaient le pétrole du Golfe, et en échange de quoi les pays du Golfe réinvestissaient l'argent en faisant tourner l'industrie de l'armement américain. Et ça, c'est un des piliers de la relation à l'heure actuelle, encore à l'heure actuelle, entre les États-Unis et les pays du Golfe, et principalement l'Arabie Saoudite. Vous avez la dimension après domestique de cet achat d'armes, qui est qu'une fois ces armes achetées, c'est évidemment pas pour aller attaquer Israël. Ce sont des armes qui servent surtout à contrôler la population, à contrôler les débordements. On a vu en 2011 les chars saoudiens arriver à Bahreïn et faire le travail pour contenir les contestations et éviter les diffusions. Il est bien évident que quand les Émirats arabes unis achètent des Rafales, certes, ils sont impliqués sur des opérations extérieures, des interventions d'opérations extérieures. Et je crois qu'ils ne les ont pas encore achetés, justement. Oui, pardon. Je pensais au Mirage, c'est la version précédente. Ce n'est pas non plus pour attaquer l'Iran ou demain Bachar al-Assad. C'est aussi pour disposer des moyens de contrôler la population. Et donc, c'est un enjeu énorme, ces dépenses militaires. Sur la coordination des pays du Golfe, je pense que c'est le Conseil de coopération du Golfe et tout ce qui va autour. Mais je peux rajouter juste un petit point sur la question militaire. Effectivement, il y a une politique d'achat massive. Et d'ailleurs, cette affaire de tension sunnite-chiite après le renversement de Saddam Hussein en 2003 a fait les affaires de bien des firmes américaines, comme quoi on s'interroge parfois sur les intérêts de faire monter ces tensions. Ce que je voudrais juste rajouter en guise de complément, c'est qu'il y a une lacune importante dans ce secteur militaire, c'est les ressources humaines. Il y a par exemple au Qatar, et même aussi dans l'armée émirati, il y a un manque d'hommes. On achète beaucoup d'armes, mais il n'y a pas les hommes pour les former, enfin les hommes à former, qui puissent donc exploiter et qui ont aussi un savoir-faire. Donc il y a un facteur humain qui est avant tout. Alors ils achètent tout et n'importe quoi. Il y a eu des périodes où c'était, je dis, ça a fait les affaires de beaucoup. Mais il y a donc la carence. Lors de la campagne des Houthis, donc c'est la minorité zaïdite au Yémen qui avait fait une incursion en 2009 en territoire saoudien. Les gens de l'état-major saoudien ont réalisé que le première lacune au sein de l'armée saoudienne, c'est l'obésité.
des hommes. Donc il y a on les a habitués à acheter du matériel, mais il y a toute une philosophie de l'opérationnel. D'ailleurs, la France a un rôle à jouer là-dessus qui est important. Donc c'était juste pour parler de ce facteur humain par rapport au matériel. Et donc sur la coordination entre les États du Golfe, la question a été posée. Alors, la coordination. Surtout, j'ai l'impression que ça ne marche pas tellement en ce moment, la coordination, Oui, quand on voit la crise. Le CCG a été créé en 1981 pour parer à la menace iranienne, enfin à la révolution islamique, la guerre Iran-Irak, un Yémen instable, république yéménite et en plus marxiste. Et donc, à l'époque, il fallait bien prendre en compte que c'était, et ça rejoint peut-être un petit peu la démonstration que je faisais, la puissance tutélaire de l'époque, c'était l'Arabie Saoudite, de manière incontestable. Alors, l'intégration régionale, pour parler dans ces termes au niveau du CCG, elle est un petit peu en panne. La monnaie unique, le projet par exemple de monnaie unique, est aujourd'hui, demeure lettre morte en raison essentiellement de l'opposition du Koweït et de Oman. En ce qui concerne le volet défense, alors il y a un projet de commandement unifié. Alors ça c'est intéressant parce que du coup chacun se dispute le lieu du quartier général et chacun veut marquer son territoire en quelque sorte sur un domaine. Les Qataris veulent percer dans l'armée de terre, enfin sur le volet armée de terre, les Émiratis sur le volet armée de l'air, etc. Donc je pense que le processus d'intégration régionale aujourd'hui, il est en panne parce que d'abord, il n'y a plus cette suprématie saoudienne au-dessus de tout et que, quelque part, la coordination est compliquée. Et puis, on assiste aujourd'hui à ces tensions qui sont importantes au niveau des relations. Donc, en fait, c'est essentiellement vis-à-vis entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn d'un côté, et le Qatar. Et là, c'est, je pense, un problème qui concerne le Qatar. Il s'agit de le neutraliser une bonne fois pour toutes et qu'il rentre dans le rang, comme on dit. Laurence Louer, le fait que l'Arabie Saoudite héberge les lieux saints et se soit instituée en tant que gardienne des lieux saints, en face un instrument de son influence politique, est-ce que c'est vraiment un facteur très important encore aujourd'hui ? Le statut de l'Arabie de gardienne des lieux saints. Et la présence de millions de pèlerins chaque année. Oui, bien sûr, c'est tout à fait fondamental pour la légitimité du régime, je pense, pour en effet son économie, pour répondre en partie à la question qui a été posée. On sait évidemment... après les ramifications, on va dire à l'extérieur du territoire, que ces réseaux religieux qui sont tissés finalement autour de pas du pèlerinage, mais de cette volonté de l'Arabie Saoudite d'être le chef du monde musulman. Donc oui, ça me semble tout à fait important. Mais c'est aussi un risque d'accueillir autant de pèlerins venant de tout le monde musulman, et y compris donc ce qu'on appelle les activistes. Oui, alors là, mais ça rejoint la question que tu avais posée là sur les frères musulmans. Au fond, pourquoi cette peur des frères musulmans ? C'est que, certes, il y a le pèlerinage, il y a plus largement, en fait, oui, cette volonté de se positionner comme le chef du monde musulman, le patron, en fait, de l'islam. Et c'est vrai que pourquoi aussi il y a cette peur des frères musulmans, c'est que les frères musulmans ont largement pénétré, en fait, l'appareil d'État, une partie de l'appareil d'État saoudien, la bureaucratie religieuse, la bureaucratie du secteur éducatif également, hein, puisque dans les années... Oui, voilà, c'est lié. Et donc, on sait que dans les années 50, 60, l'Arabie Saoudite a accueilli des frères musulmans syriens, égyptiens, un petit peu irakiens, pas seulement l'Arabie, les Koweïtiens d'ailleurs, les Qataris aussi, donc des gens qui étaient menacés dans leur pays, qui ont pris le chemin de l'exil et qui ont, dans ces pays, au fond, été au cœur de la construction du système éducatif notamment, de la bureaucratie religieuse, et qui ont créé ce système et qui le pénètrent aujourd'hui très largement. Donc, ce qui explique, à mon sens, en effet, la peur qu'a l'Arabie Saoudite des frères musulmans, parce qu'elle sait que le réseau est extrêmement bien implanté dans le pays, que contrôle beaucoup de secteurs, a une capacité de mobilisation. Et ce qui explique, donc, pour enchaîner sur la question sur l'éducation, les difficultés aussi à réformer ce secteur éducatif, parce qu'au fond, le personnel enseignant, c'est un personnel enseignant qui a été largement formé en sciences religieuses, et qui est complètement, imprégné de cette culture-là, si vous voulez, et donc est tout
tous ces gens qui sont formés en sciences religieuses, ils trouvent du travail en tant qu'enseignants, et pas seulement en tant qu'enseignants en sciences religieuses. Et donc je crois que là, il y a un problème, en fait, qui est un problème politique aussi, finalement, dans la réorientation du système éducatif saoudien. Cela dit, ça c'est quelque chose, je pense, qu'on peut retrouver dans d'autres États, mais qui est quand même très très caractéristique de l'Arabie saoudite, et on voit dans d'autres pays, je pense notamment aux Émirats arabes unis, je pense au Qatar, je pense aussi au Koweït, dans une moindre mesure le Bahreïn, où on a vu récemment donc toutes ces universités étrangères parfois extrêmement prestigieuses créer des branches qui témoignent d'une volonté quand même forte de réformer l'enseignement et d'offrir aux nationaux comme aux expatriés d'ailleurs un enseignement de qualité. Et tout ça, ça fait évidemment partie des efforts pour mieux former la population, donc pour résoudre le problème du chômage, aussi pour mieux diversifier l'économie, parce que tout ça, c'est des compétences évidemment qui sont créées au sein de la population nationale pour voilà, changer de manière globale, j'ai envie de dire. Et donc, la dernière question de ce groupe, c'était sur le statut de la femme dans les pays du Golfe. J'ai un problème avec la formulation de la question parce que je suis pas sûr qu'on puisse parler d'une manière aussi générale dans des situations qui sont très différentes d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur des pays. Alors, qui veut répondre Sur les femmes, c'est pas nécessairement les femmes, justement. Je voulais pas tomber dans ce cliché, mais c'est pas interdit non plus, hein. Mais écoutez, enfin, je l'ai un petit peu évoqué quand j'ai parlé de la question de l'emploi, où je disais que l'une des raisons pour lesquelles les politiques de l'emploi traditionnelles ne fonctionnent plus, c'est que le rôle de la femme a changé dans la société. Et que donc elle est aujourd'hui plus active. J'avais dit aussi que les femmes sont plus éduquées que les hommes, hein, dans ces pays-là. Et qu'elles sont, dans le cadre de ces politiques de nationalisation de l'emploi, souvent plus appréciées que les hommes par les employeurs. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les entretiens que j'ai pu conduire parce que je travaille sur ces questions. Cette idée que les femmes sont plus sérieuses, sont mieux formées, sont plus loyales, ont une meilleure éthique professionnelle que les hommes. Elles sont prêtes en fait à travailler plus dur parce qu'elles sentent qu'elles doivent faire leurs preuves en tant que femmes, et donc ça résulte dans une attitude au travail qui est, disent-ils, différente de celle des hommes. Et donc on voit, y compris en Arabie Saoudite, en fait, tout un marché du travail féminin se développer, notamment dans le secteur des services, dans le secteur bancaire, toujours avec cet impératif de respecter la ségrégation religieuse. Donc on voit des banques féminines, des branches féminines de certaines banques qui émergent. Donc on voit au fond que la société s'adapte, y compris la société saoudienne, à cette transformation. Et c'est vrai que c'est un enjeu social capital, au fond, les modifications, mais qui sont vraiment progressives et qui n'ont pas forcément d'ailleurs des implications politiques directes, mais qui ont des implications sociales et économiques importantes, donc qui sont liées à cette modification du statut des femmes, quoi. Un complément? Oui, pour ajouter un mot, c'est vrai que les femmes sont, aux Émirats arabes unis notamment, vecteurs de changement. Elles sont mieux formées, ça a été dit. Elles sont aussi vecteurs de changement en Arabie Saoudite. On voit qu'une partie de la contestation sociale en 2011, en tout cas, a tourné autour de la question du droit des femmes, et elles se sont emparées de ça. Donc, elles sont peut-être pas à l'origine, mais elles ont sauté sur l'occasion. Donc, les choses se passent. Après, les sociétés, c'est vrai, il est difficile d'aborder globalement un problème si particulier. Mais c'est aussi lié à la question de l'éducation. On y revient. En Arabie Saoudite, c'est un des enjeux. Au Qatar, c'est un des enjeux. C'est comment on arrive à corréler à un moment donné la formation et les besoins après de l'économie. Les 3/4 des étudiants du supérieur saoudien sont engagés dans des études de théologie. On ne forme pas des ingénieurs. Donc il y a un moment donné, si les politiques de nationalisation peuvent fonctionner, ça se passera à ce niveau-là. Et ça, je pense que les États du Golfe en ont conscience. Après, est-ce qu'ils arrivent à régler ce problème? C'est pas évident. Tant que les étudiants se verront garantir un emploi dans la fonction publique ou des emplois surpayés et pour des niveaux de responsabilité pour lesquels ils ne sont pas qualifiés
Dans le secteur privé, il y aura ce problème de distorsion entre les compétences et les qualifications et les besoins de l'économie. C'est un des grands enjeux, je pense. Je vais dire un mot sur le sujet, notamment sur le droit des femmes de conduire en Arabie Saoudite. Il y avait eu une manifestation en 90 sur un parking. Les femmes en question et leurs maris avaient été durement sanctionnés. Et on n'en avait plus trop parlé pendant quelques temps. Et là, une nouvelle campagne a été lancée en 2011, mais surtout en octobre dernier. Et ce qui est très frappant, c'est que les autorités étaient vraiment sur la défensive. Elles n'ont rien dit presque jusqu'à la dernière minute. Finalement, elles sont un petit peu parlées, mais il n'y a pas eu de sanctions sévères. Et la campagne continue, et visiblement, avec un soutien très fort des hommes, de leur famille, de leur mari, de leur père, de leurs frères, ce qui est assez nouveau par rapport à la situation précédente, me semble-t-il. On part pour un nouveau groupe de questions qui... Oui ? Ici au milieu, mais il faudrait un micro. Ah non, bon, vous serez le deuxième. Une première question là-bas. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les centaines de milliers d'immigrés qui travaillent, qui participent aujourd'hui à la prospérité matérielle des États du Golfe? Qui sont-ils? Que vont-ils devenir? Est-ce qu'il y a un embryon ou un début d'intégration de ces immigrés? Bonjour tout le monde. Je travaille actuellement sur l'Arabie Saoudite et l'Irak. Et pour mes clients français, je voudrais savoir s'il existe des sources fiables sur le côté, sur la vie sociale dans ces deux pays-là. Donc l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Irak de l'autre. Merci. J'ai pas tout entendu. Est-ce que vous pourriez reposer la question? En Irak et en Arabie Saoudite, la vie sociale, s'il existe des sources fiables? Ah, d'accord, ok. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport au début des révoltes qui se sont passées dans ces pays de Golfe et surtout par rapport à la médiatisation. Parce qu'à l'époque, il y avait à la fois Al Jazeera et aussi les médias occidentaux et du coup, dans d'autres pays, par exemple au Maghreb, il y avait une aspiration publique des masses populaires par rapport à la reconnaissance internationale, notamment la médiatisation d'Al Jazeera au mouvement populaire, aux révolutions et inspiration des peuples à la liberté, et aussi l'aide des médias occidentaux, des gouvernements occidentaux. Mais ma question, ça serait si j'étais un citoyen d'un pays des Golfes, sachant déjà que j'ai Al Jazeera au dos, sachant aussi que les intérêts des États-Unis, en particulier au Occident en général, avec ces régimes de ces pays-là, est-ce qu'en quelque sorte, je ne serais pas un peu déçu? Je dirais que de toute manière, je suis un peu perdu d'avance. Parce qu'on a besoin d'une certaine médiatisation d'un mouvement révolutionnaire pour que ça marche. Et du coup, si c'est enfoui, enterré dès le début par un silence total, est-ce que c'est pas... Enfin, comment il va le sentir, quoi? Il y a un monsieur là qui avait posé la question tout à fait au début. On reviendra vers vous juste après. Hein. On ne vous oublie pas. Existe-t-il des velléités ou des possibilités pour la Russie ou la Chine d'intervenir soit sur le plan économique ou de vente d'armement ou d'une manière quelconque dans cette chasse gardée anglo-saxonne? D'accord. On répond maintenant et puis Madame aura la première question du groupe suivant. On va commencer par Russie-Chine. Est-ce qu'elles ont une part de marché significative dans cette région? Si c'est possible, Olivier, si tu vois pas d'inconvénient, j'aimerais bien commencer sur les immigrés. Commençons par les immigrés, je suis pas contre. Je suis désolé de changer l'ordre des réponses, mais c'est vrai que cette réponse détermine beaucoup les autres.
ce n'est pas des centaines de milliers d'immigrés, c'est des millions. Ça, c'est quelque chose fondamental. Ils représentent la moitié de la population des pays du Golfe. Sur les 45 millions, vous en avez entre 20 et 25 qui sont ressortissants d'un pays étranger. Cette proportion monte à 95% en ce qui concerne le Qatar, 98% en ce qui concerne l'Émirat de Dubaï, 85% pour l'ensemble des Émirats Arabes Unis. Donc c'est sans commune mesure dans le monde. Ce que ça signifie en fait, c'est que les travailleurs immigrés sont la deuxième rente des pays du pétrole. Les pays du pétrole marchent sur deux pieds. Le premier pied, c'est la rente tirée des hydrocarbures. Le deuxième pied, c'est la rente humaine tirée des travailleurs étrangers qui font tourner le pays. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils sont les travailleurs nationaux, les ressortissants nationaux travaillent dans l'économie domestique, mais ne font pas tourner les entreprises, etc. Donc, pour l'instant, la présence des travailleurs étrangers fait tourner l'économie, construit les stades et les infrastructures pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. On en voit les conséquences. On parle de 4 morts par jour chez les travailleurs immigrés au Qatar. On établit un bilan provisoire à peut-être 12 000 morts de travailleurs immigrés qui se seraient éclaté le cœur d'ici à 2022, d'ici à la tenue de la Coupe du Monde. On sait qu'il y a un certain nombre d'artistes, par exemple, qui refusent d'exposer au musée d'Abu Dhabi au motif que ça a été construit avec le sang des travailleurs immigrés. Donc c'est une vraie question qui est politique, c'est un motif d'attention. Certains groupes de défense des droits de l'homme sont opposés, on fait pression et mènent une activité de lobbying auprès de la FIFA pour que la Coupe du Monde au Qatar n'ait pas lieu pour cette raison. Donc c'est un vrai enjeu politique autour des pays du Golfe. C'est aussi, et comme toujours pour ces pays, un enjeu domestique, à savoir que comment on gère 95% de population étrangère. Donc pour l'instant, il y a le système du kafala, du sponsorship, qui permet de déléguer ça aux entrepreneurs. Mais demain, il y a possibilité de mélange. Il y aura peut-être des mariages mixtes, il y en a déjà. Et ça, c'est un des gros soucis des pays du Golfe. C'est comment on gère à l'avenir ces gens-là. L'Arabie Saoudite, dernièrement, entre mars et novembre dernier, a exclu 1 million de travailleurs immigrés pour montrer qu'ils se saisissaient du problème. En attendant, quel est l'avenir de ces gens dans cette société ? La réponse n'est pas tranchée, en fait. Pour l'instant, l'un des seuls niveaux qui n'est pas bougé dans les pays du Golfe, c'est précisément ça. Il n'y a pas eu de mouvements sociaux auprès des travailleurs immigrés. Si demain... Si, en 2005, il y a eu des mouvements à Dubaï, il y en a eu à Qatar. Oui. Bon, voilà. J'entends de façon structurée. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris le premier bateau, le premier avion pour rentrer chez eux. Malheureusement. Voilà. Mais je pense que si la même chose se passait aujourd'hui, la tension internationale étant beaucoup plus importante sur le sujet, la situation ne pourrait peut-être pas être gérée de la même façon. On poursuit un peu sur l'immigration. Moi, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, que plus il y a d'immigrés, moins il y a d'intégration et qu'au contraire, la ségrégation des espaces est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a, 30, 40 ans. Oui, moi je suis assez d'accord avec cette analyse, en effet. Je pense aussi qu'il faut sans doute distinguer au sein de la population expatriée différentes catégories, en fait, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une population qui est homogène. La grande majorité sont des travailleurs qui viennent pour des périodes relativement courtes et en tout cas qui sont définies dans le temps, qui n'envisagent pas de s'installer, qui viennent en général avec un projet qui est celui d'accumuler un petit capital pour se marier, construire une maison, payer une opération chirurgicale à un membre de la famille, éventuellement ouvrir une petite entreprise après au retour. Aujourd'hui, la plupart des contrats, c'est 2 ans, hein, donc ça a été réduit les dernières années. Donc il y a vraiment une volonté de décourager l'installation en fait sur le long terme. Malgré cela, on sait que dans certains pays, en particulier l'Arabie Saoudite, le Koweït, notamment les Émirats, il y a des familles expatriées en fait qui sont installées là sur 2 voire parfois 3 générations. En général, d'ailleurs, c'est des gens qui
qui sont pas du tout au bas de l'échelle des salaires et de la hiérarchie socio-professionnelle. C'est des gens qui ont bien réussi, qui ont ouvert donc parfois des entreprises, parfois des entrepreneurs, qui sont entre les monarchies, le pays où ils résident et puis leur pays d'origine. Et c'est vrai que pour ces personnes, la question de la naturalisation, par exemple, elle est complètement exclue. C'est-à-dire, et je crois que plus ça va, et plus cette question, et plus il est exclu qu'au fond, ils acquièrent la citoyenneté. Et à mon avis, c'est lié directement à cette question de l'État-providence et de la difficulté des régimes à maintenir ce pacte social avec leur population nationale. Les nationaux sont extrêmement hostiles à toute idée, au fond, d'octroyer la nationalité à ces expatriés qui résident de longue date. Il y a cette question de l'altération de l'identité culturelle. Alors ça, c'est un fantasme, ça fait partie vraiment des débats publics, mais il y a aussi cette idée que tout national est un ayant droit aux allocations de l'État-providence, et plus il y a d'ayants droit, plus les parts du gâteau sont minces, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a un lien étroit là, entre les politiques de nationalisation de ces régimes et puis l'État-providence. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'avant le choc pétrolier des années 70, juste au lendemain des indépendances, certains de ces pays ont pratiqué la naturalisation par vagues de Yéménites, d'Irakiens, d'Indiens et de Pakistanais. Voilà, tout à fait. Ça parce se voit que dans les noms. À l'époque, en fait, l'idée c'était que c'était des poids plumes démographiques, puis que pour compter dans les négociations internationales, il fallait avoir une grosse population. Et aujourd'hui, la perception, elle est complètement inverse. C'est qu'au fond, il y a beaucoup de droits sociaux qui sont attachés à la citoyenneté, il ne faut pas que les citoyens soient trop nombreux. Voilà, mais c'est vrai, pour revenir sur la question des mouvements sociaux et des mouvements de grève, surtout il y a des grèves, je ne sais pas si on peut parler de mouvements sociaux, mais il y a quand même régulièrement des grèves dans le bâtiment notamment, les ouvriers du bâtiment, des employés des aéroports à Oman récemment. Donc, il ne faut pas dire qu'ils sont apathiques, bien au contraire. Un élément nouveau, je crois, depuis le milieu des années 2000, c'est que dans les pays où il y a des syndicats, les expatriés sont autorisés à faire partie des syndicats. Certains intègrent les syndicats. Et dans le secteur du bâtiment à Bahreïn, par exemple, il y a des entreprises où la majorité des employés sont des expatriés, la majorité des syndicats, des syndicalistes sont des expatriés, et où il y a des actions communes, en fait, entre employés d'une même entreprise, nationaux et expatriés. Par exemple, en 2008, quand il y a eu la crise économique, un certain nombre d'entreprises à Bahreïn ont voulu mettre fin de manière autoritaire au contrat de travail, donc avant l'expiration du contrat au bout de 2 ans, et renvoyer donc les gens chez eux comme ça sans aucune autre forme de procès. Eh bien, avec l'aide des syndicats, ces gens-là ont pu porter leur cas devant la Cour du travail et avoir des règlements en fait en leur faveur, si vous voulez. Donc je crois aussi qu'il y a une nouvelle prise de conscience dans certains pays des salariés nationaux qu'au fond, ils ont des intérêts en commun avec les expatriés, et que au fond les expatriés seront peut-être moins compétitifs, si vous voulez, si leurs conditions de travail et leur salaire s'améliorent et s'il y a des actions communes qui sont menées. Au fond, ça contribue à l'augmentation du coût du travail expatrié, le différentiel de coût du travail entre expatriés et nationaux étant l'une des raisons pour lesquelles les employeurs sont extrêmement réticents à recruter des nationaux. Karim Sader, en revanche, pour les pays d'expatriation, ils sont dans une situation de vulnérabilité. Par exemple, le gouvernement des Philippines, de l'Indonésie, du Sri Lanka sont régulièrement impuissants à faire valoir les droits de leurs ressortissants qui sont maltraités, qui sont exécutés, emprisonnés. Et à chaque fois, leur population leur reproche et ils ne font rien parce que beaucoup dépend de l'argent envoyé par ces expatriés. C'est bon, oui. Effectivement, et d'ailleurs, il y a un cas particulier avec le Qatar et l'Inde. Depuis que, comme l'Inde pèse de plus en plus et commence à donner son avis sur le sort des immigrés, les Qataris, récemment, sont de plus en plus réticents à employer des Indiens. Justement parce qu'ils ne veulent pas avoir la pression du gouvernement indien. Moi, j'ai un avis très personnel, quelques secondes sur cette question. Je sais que la question des travailleurs immigrés, c'est quelque chose qui affecte beaucoup sur le plan affectif, les spectateurs, les gens qui voient ça. Mais moi, j'invite simplement à parfois regarder cette question-là en enlevant le logiciel de lecture occidental.
les mélanges, tout ça, moi je côtoie des Émiratis, des Saoudiens, ça c'est niet. Ils sont des gens qui sont très attachés à leur identité. On peut trouver ça borné, mais c'est comme ça. Effectivement, il y a la question des turnovers qui fait que ces populations n'ont pas vocation, je ne veux pas citer un ministre, mais n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Et pour avoir aussi discuté avec un certain nombre de ces immigrés, ça va vous paraître cynique, mais beaucoup, la majorité m'ont dit qu'ils étaient bien heureux de gagner plus que dans leur pays. C'est, je pense, la triste réalité d'une mondialisation mal faite. Mais c'était juste un petit avis parce que on prolonge regarde sur la question parfois avec une véhémence peut-être un peu stérile. On prolonge sur la question de la médiatisation des révoltes. Très intéressant. C'est sûr que Al Jazeera a beaucoup moins parlé de la révolte à Bahreïn que celle de Tunisie ou de l'Égypte, par exemple. Al Jazeera, la championne, comme son régime de la démocratie. Effectivement, le cas en particulier de Bahreïn a montré qu'en l'absence de soutien, contrairement à Tunis ou Benghazi avec Bernard-Henri Lévy, etc., l'absence de soutien extérieur avec médiatisation était une entrave à l'aboutissement d'une révolte. Ce qui s'est passé dans le cas du Golfe et avec Al Jazeera, c'est qu'il y a eu tout simplement une entente saoudo-qatari, où les Qataris, très heureux de profiter de ce vide de leadership dans la région, sont allés jouer les champions des révoltes pour peser sur l'échiquier post-printemps arabe par la suite, mais avec l'aval saoudien à la condition qu'il ne joue pas sur le précaré saoudien et sur le Golfe. Ce qui explique le silence radio d'Al Jazeera lorsqu'il y a eu la révolte au Bahreïn, sachant qu'en plus la révolte au Bahreïn pose une question très sensible puisque les malheureux opposants bahreïnis ont le malheur dont les revendications sont les plus légitimes à mon sens, mais ont le malheur de se voir prisonniers de cette grille de lecture confessionnelle chiite-sunnite sur fond de rivalité avec l'Iran et l'Arabie saoudite, l'archipel étant le siège de la 5e flotte américaine. Tous les ingrédients sont réunis pour que la dimension sociétale, sociale, socio-économique soit totalement reléguée au second plan au profit de la dimension géopolitique. Donc il était hors de question, il l'est toujours pour l'Arabie saoudite de laisser Bahreïn ou la dynastie minoritaire des khalifas se voir confisquer le pouvoir par la majorité chiite. Donc d'où l'intervention musclée à laquelle a participé le Qatar, justement, pendant qu'il jouait les champions de la démocratie au Maghreb. Et donc tout ça a révélé effectivement que Al Jazeera est en réalité, on le savait bien, mais le bras diplomatique du Qatar, une arme de subversion massive, en quelque sorte, qui sert l'agenda d'un État qui est celui du Qatar et les intérêts de l'axe sunnite, en quelque sorte. Je reviens à la question donc de la Russie et de la Chine. Est-ce que ces deux pays peuvent espérer une part du gâteau, que ce soit dans le militaire ou même d'ailleurs plus généralement dans les marchés du Golfe ? C'est une excellente question dans le sens où maintenant le pétrole des pays du Golfe est majoritairement convoyé vers l'Asie. Les Américains, à vrai dire, n'importent quasiment plus de pétrole des pays du Golfe. Donc il y a une relation économique, il y a un lien économique qui est très très fort entre les pays d'Asie et notamment l'Arabie Saoudite. La Chine est le plus gros importateur de pétrole saoudien depuis 2012. En revanche, il apparaît que sur le plan politique, la Chine ne manifeste pas apparemment d'ambition hégémonique. D'autant plus que c'est une responsabilité qu'il faut avoir envie d'assumer. Dans la relation particulière qu'ont les États-Unis avec cette région du monde, on voit bien comment aujourd'hui, dans les négociations autour de la Syrie, dans les négociations avec l'Iran, ça peut être problématique quand Riyad, le roi en coulisses, reproche la trahison de l'allié américain, c'est-à-dire ça veut dire que la diplomatie saoudienne, qui est une diplomatie importante, qui dispose de moyens importants, se met en branle contre les États-Unis et la politique américaine dans la région. Ce n'est pas rien.
de ce côté-là, les Chinois ont tout ont bon train de régler les questions économiques. Donc cette volonté de rester sur une entente numérique, si vous voulez, est aussi une question de peut-être d'intérêt et en l'occurrence de bon sens. Après, sur la question de la Russie, la crise syrienne montre que la Russie tend plutôt à regarder du côté de l'Iran que de l'Arabie Saoudite. Mais ce dossier évoluant vite. Bon, on va solder une question qui est posée très régulièrement, autant avoir tout de suite la réponse. Est-ce que il est concevable que les États-Unis, étant à peu près autosuffisants dans les 2 ou 3 dizaines d'années qui viennent sur le plan énergétique, ils se désintéressent stratégiquement de la région du Golfe et laissent la place à d'autres? Je commence. Je pense qu'il faut éviter d'être, c'est mon avis, catégorique par rapport à cette histoire de dépendance énergétique US. Je côtoie un petit peu le milieu de l'énergie, notamment en Arabie Saoudite, le secteur pétrolier. Il n'y a pas un tel mouvement de panique. Il y a des analystes qui pensent que cette affaire de boom de gaz de schiste n'est pas si solide que cela, et on en veut pour preuve d'ailleurs que les États-Unis, en 2012, ont le niveau d'importation de pétrole saoudien vers le marché américain a atteint les sommets égaux à ceux des années 2006-2008. Donc on a un regain d'intérêt pour le pétrole saoudien. Donc je pense que c'est une arme ou un langage, une stratégie politique. Qui a le moins besoin de l'autre, qui va pouvoir se passer de l'autre. Je crois que les États-Unis, au-delà de la question énergétique, sont en train de se désengager dans la région, c'est évident. Ils n'ont plus les moyens économiques d'opérer à la manière d'un George Bush rentrant comme dans un saloon dans la région. Non. Aujourd'hui, la stratégie américaine consiste, à mon sens, à faire sous-traiter des problèmes régionaux par des acteurs régionaux. D'ailleurs, le Qatar avait un temps eu ce rôle, justement, de jouer un peu au dresseur de tigres face à toutes ces mouvances issues des frères musulmans qui prenaient le pouvoir après les régimes autoritaires qui étaient des partenaires des Occidentaux. Donc aujourd'hui, je pense que les États-Unis cherchent un gendarme du Golfe. Ils cherchent un gendarme du Golfe pour se désengager. Certains mis sur l'Iran. Je n'aime pas trop spéculer là-dessus, mais effectivement, il y a des négociations, il y a des... Bon, je pense que c'est ce que cherchent les Américains aujourd'hui, en tout cas, à faire sous-traiter vraiment la région à des acteurs régionaux. Mais je laisse la discussion ouverte. On va pas régler le problème ce soir, quand même. Si je peux rebondir sur ça, je suis tout à fait d'accord avec Karim en ce qui concerne le gaz de schiste, à savoir, et le gaz et le pétrole de schiste, à savoir que l'avenir de ce pétrole s'écrit peut-être plus en pointillé qu'on ne peut le dire, notamment pour l'impact écologique considérable de l'extraction du pétrole. En ce qui concerne, par contre, la dépendance des États-Unis par rapport au pétrole saoudien, elle est nulle. C'est-à-dire, premier choc pétrolier en 1973, utilisation de l'arme pétrolière des pays du Golfe dans le conflit israélo-palestinien, c'est la fin. Les États-Unis disent, à partir de maintenant, on va importer notre pétrole de partout dans le monde, mais plus de là-bas. Ce qui fait que dans la décennie 70, il y a eu une réorientation des importations de pétrole américain et que depuis la fin des années 80, les États-Unis apportent 4 à 5% de leur pétrole de l'Arabie Saoudite. Donc la dépendance énergétique des États-Unis vis-à-vis du Golfe est très très faible. Par contre, il y a un enjeu politique. Et ça, il montre que pour l'instant, les États-Unis, c'est une constante. Les pays du Golfe ont un intérêt en termes de stabilisation dans la région. Si on dézoome et qu'on regarde maintenant la crise syrienne, qui est encore une fois le nœud politique dans cette région, on voit bien comment la situation déborde sur le Liban, 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, qui fait poser des tensions énormes sur ce petit pays, possibilité d'une intervention d'Israël qui, pareil, s'écrit en pointillé. Ça fait partie des scénarios tout à fait envisageables dans la descente catastrophique dans laquelle la Syrie tire le reste du Moyen-Orient. Dans cette situation extrêmement tendue, évidemment que l'Arabie Saoudite les États-Unis regardent l'Arabie Saoudite comme un facteur important. Et d'ailleurs, on évoque
on évoque, lorsqu'on parle du changement d'émir, également la volonté pour les États-Unis, aux côtés de l'Arabie Saoudite, de punir la politique jugée trop aventureuse de l'émir du Qatar, qui a donc été forcé, entre guillemets, de passer le relais. Notamment, c'était une manière de mettre en dehors Hassan Ben Jassem, qui était l'aventureux Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Donc, la situation à l'heure actuelle est extrêmement complexe, et l'avenir du Golfe pourrait se lire aussi dans la crise syrienne et ses éventuelles ou non éventuelles conclusions. Bon, on s'approche de la fin. Avant de donner pour la toute dernière question la parole à Madame, j'ai pas oublié, il faut qu'on réponde, ou en tout cas qu'on essaie de répondre à cette question sur les sources fiables concernant la vie sociale en Arabie Saoudite et en Irak, mais j'ai peur que la liste soit un peu longue. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Là, vous avez des sources fiables et pas fiables. Bien, Madame, votre question. Non, c'est la toute dernière parce qu'on arrive vraiment à la fin, je suis désolé. C'est la seule question du public féminin. On est pire que les Saoudiens. Ma question, en rapport aux affaires... Non, il faut en plus lui donner le micro quand même. Aux relations étrangères de ces pays-là, surtout au regard du financement des partis islamistes en dehors de leur pays. Par exemple, ils ont financé le FIS en Algérie, d'autres partis islamistes ailleurs, et aussi bien en Afrique. Enfin, si vous avez quelque chose à nous dire sur ça, ça m'intéresserait. Et la deuxième chose, l'extension du Golfe de coopération, le GCC, il ferait mieux, je ne sais pas, moi, plutôt d'aider le Yémen, qui est situé géographiquement sur le même territoire. Ça apporterait plus de sécurité d'avoir un Yémen développé, où il y aurait de l'éducation, de la santé, etc., que de s'associer au Maroc et à la Jordanie. Enfin, c'est juste une opinion. Merci. Alors sur le dernier point, je vais m'autoriser une réponse. J'ai jamais cru à l'extension du Conseil de coopération du Golfe au Maroc et à la Jordanie. D'ailleurs, ça s'est pas fait. Et le Yémen était membre associé, et puis ça lui a pas non plus rendu service. Sur la question du financement des mouvements islamistes dans le monde entier, en quelque sorte. Oui, c'est un sujet large. Mais déjà, deux points, je pense, qui sont importants. D'abord, il ne faut pas prendre le financement des mouvances islamistes comme systématiquement une politique d'État. Il faut savoir que les réseaux de financement de mouvances islamistes, ce sont des circuits très opaques et qui passent parfois par des canaux divers, comme le canal humanitaire, par exemple, le canal social, etc. Et qui sont parfois... Alors, par exemple, quand on a dit à un moment que le Qatar finance les mouvements djihadistes au Mali, ce n'est pas forcément l'État du Qatar qui le fait. Ça peut être un membre de la famille ou des groupes au sein de la dynastie qui ont, par des réseaux de canaux d'aide humanitaire, envoient de l'argent. Et des fois, l'argent est envoyé à des fins humanitaires, mais il s'avère que, comme à Gaza par exemple, il est pris en compte par le Hamas parfois. Donc ce sont des canaux, des circuits beaucoup plus complexes qu'on le pense. C'est pas genre on finance. Deuxième point qui me semble important, c'est que le financement des mouvements islamistes, les Saoudiens par exemple, et les autres aussi, ont pris conscience que c'est une carte qui peut leur brûler les doigts. Lorsque les Saoudiens ont financé l'insurrection islamique en Irak après la prise de pouvoir des chiites à Bagdad, on a vu que ces islamistes, rentrant au pays, constituaient une menace pour le régime même. Et c'est la vague d'attentats qui a eu lieu entre 2004 et 2006 à Riyad. Donc il y a une approche plus modératrice aujourd'hui, plus prudente vis-à-vis de cette carte. Et encore une fois, il ne faut pas non plus confondre financement de mouvements religieux avec financement de mouvements religieux armés. Donc tout ça, c'est plus complexe, c'est plus vaste. Voilà. Bon, je sais, c'est frustrant, il y a d'autres questions, on ne pourra pas y répondre parce que c'est ainsi, on doit rendre la salle. La bonne nouvelle, c'est que
il y a encore des questions, ça veut dire que ça vous a intéressé, vous avez bravé, non pas les éléments, mais au contraire la tentation de faire une promenade au soleil pour venir écouter nos participants que je remercie en votre nom, donc Laurence Louer, Karim Sader et Hugo Micheron, et merci également à l'Institut du monde arabe et l'IREMO d'avoir permis l'organisation de cette table ronde. Bonsoir.